Pérou, à Nazca, il y a des lignes très très grandes dont on dit qu'elles représentent des constellations astronomiques. Vous pensez que ces grands dessins sur le sol, sur ce désert, ont un rapport avec le ciel? Ces dessins sont tout à fait étonnants. Parce que comment ont-ils été faits et pourquoi ont-ils été faits? Alors, vous posez la seconde question. Pourquoi? On peut penser que, vu du ciel, il ressemble à des images astronomiques parce qu'il dessine des figures mythologiques, des animaux, dont on affuble volontiers également le nom des constellations. Et le fait qu'on puisse, pour certains d'entre eux, les mettre en correspondance avec des étoiles géométriques, de dessin, tendrait à accréditer cette observation. Mais je m'interroge davantage encore sur la première question. Ces dessins, ils ne peuvent être vus que d'avion. Et aucun de leurs auteurs ne les a jamais vus dans leur ensemble. Il n'y a pas de montagne suffisamment haute, proche, pour les voir à plat sur le sol. Ils ont donc été dessinés sans que jamais personne ne puisse en voir la totalité. Donc pour les dessiner, il a vraisemblablement fallu avoir un modèle dessiné sur une feuille de papier ou un tissu et un quadrillage sur ce modèle qui permettait de reproduire à une échelle différente. Il y a donc là, en quelque sorte, un passage de la représentation directe, ce que fait le peintre en dessinant une scène, à une abstraction de la réalité, puisque l'objet final produit n'est jamais vu dans sa totalité. Pour celui qui l'a fait, il restera une abstraction. Ce changement d'échelle, c'est un peu, peut-être, moins formalisé, quelque chose comme la naissance de la géométrie, observée dans une autre culture, celle des Grecs. Il venait d'où ce peuple qui était au Mexique, au Guatemala, au Pérou? Comme tous ces peuples-là, ils venaient d'Asie, n'est-ce pas? Ça, nous savons maintenant de la façon la plus certaine, par l'examen des sangs, que les facteurs sanguins des Indiens de l'Amérique, depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, et ceux des autochtones de l'Asie du Nord-Est, tels que le nord de la Corée, la Sibérie, jusqu'au Kamtchatka, toutes ces populations qu'on appelle les Toungous, les Tchoukchi, etc., ils ont les mêmes facteurs sanguins fondamentaux. Donc ce sont réellement des Asiatiques, mais qui sont passés par le désert de neige et de glace du nord. Et puis, en descendant vers le sud, petit à petit, se sont établis, ils ont fait pousser leur maïs, et puis, sur la base d'ailleurs étroite qu'était leur agriculture, ils ont tout de même pu créer des civilisations.
Les traces de leur savoir astronomique, elles sont où? On les trouve où? Eh bien, on les trouve dans les traditions, dans les inscriptions, mayas notamment, et puis dans les monuments. Il y a des monuments qui sont des observatoires, en fait. Soit par définition, si je peux dire, par vocation, soit par utilisation. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, à Chichen Itza, au Yucatan, il y a un observatoire, véritablement, celui qu'on appelle le Caracol, qui est une tour avec des lunettes de visée, n'est-ce pas? Et puis, il y a des monuments dans toutes sortes, dans une bonne dizaine d'endroits, au moins en pays maya, à Copan, au Honduras, à Huachactún, au Guatemala, où c'était des pyramides, des temples, mais qui étaient disposés de telle sorte que l'on pouvait avoir des lignes de visée sur, par exemple, le point de l'horizon où serait le lever du soleil à telle date, les équinoxes et les solstices, ce qui intéressait naturellement la vie quotidienne des gens et en particulier l'agriculture. À cette époque-là, en 700 après Jésus-Christ, on trouve au Mexique une pyramide, à Chichen Itza. Elle est faite de 9 terrasses qui représentent les 9 ciels mayas. Chaque terrasse est divisée en 2 parties, ce qui donne 18 mois, le nombre de mois dans le calendrier civil. Elle comporte 4 escaliers, de 91 marches chacun, ce qui donne 364 marches, et avec la plateforme 365. L'orientation du bâtiment permettait d'observer le coucher du soleil. On trouve pareil en Corée, une tour de 366 pierres, 28 étages de pierre qui correspondent au mois lunaire, orientée aussi vers le sud pour observer le coucher du soleil. Vous diriez que ces bâtiments étaient des observatoires astronomiques? On a vu déjà que l'observation astronomique, à cette époque, c'est avant tout des alignements, des mesures de temps, des mesures de direction. Et ça va le rester jusqu'à Galilée. Alors, ces mesures, on les fait avec des bâtiments, des pierres dressées. Ce sont ça, les observatoires. Il est tentant de consigner dans le bâtiment lui-même le résultat de l'observation. Et quel meilleur moyen de consigner que l'année à 365 jours que de faire un escalier de 365 marches? La consignation dans le bâtiment est une façon de traduire la fonction du bâtiment. Et il y a des traces même aujourd'hui de cette même démarche. Pourquoi nos observatoires astronomiques, jusqu'aux plus récents, qui rompent justement avec cette longue tradition, sont-ils surmontés d'une coupole, d'un dôme? Est-ce que c'est vraiment fonctionnel d'avoir une coupole? Si la coupole protège bien le télescope que contient l'observatoire des intempéries, il semble aussi qu'elle soit plutôt délétère à la formation, à la qualité des images astronomiques que l'on veut aussi pointues et précises que possible. Mais comment échapper à ce symbolisme formidable que l'astronome, sous sa coupole, a au-dessus de sa tête une voûte céleste en réduction? Là aussi, il inscrit la structure même imaginaire de la voûte du ciel dans son bâtiment. Alors on n'a pas tellement changé de démarche depuis les escaliers aux 365 marches.
l'observatoire connu de Huachactún, au Guatemala. Il y a un point d'observation sur une pyramide. Il y a 2 stèles qui marquent la ligne médiane. Il y a 3 temples échelonnés entre l'Est et l'Ouest. Et les 3 lignes de visée donnent des dates d'émergence, si je peux dire, du Soleil, d'apparition du Soleil pour les solstices d'hiver et d'été et pour les équinoxes. Donc les prêtres étaient astronomes. Ils étaient astronomes, oui. Et ça, jusqu'à la conquête espagnole et chez les Aztèques, les prêtres étaient des astronomes. Sinon tous, en tout cas une grande partie d'entre eux. Bien sûr, il y en avait spécialisés qui cherchaient les destins plutôt dans les livres, n'est-ce pas, ceux que l'on appelait les tonalpauque, qui lisaient des manuscrits divinatoires. Mais enfin, il y en avait beaucoup dont la tâche consistait à observer le ciel. Qu'est-ce que c'est qu'un codex? Eh bien, par tradition, si je peux dire, l'usage veut que l'on appelle codex les manuscrits anciens mexicains ou de l'Amérique moyenne, Guatemala, etc., qui sont rédigés en écriture hiéroglyphique ou pictographique. En anglais, on dit codex, en espagnol, códice. Et comme vous savez, pour ce qui est des Mayas, on en connaît 3. Et peut-être, je pense, un 4e, mais qui est plus récent. Et quant aux 3 qui existent, l'un d'entre eux qui est à Paris, et qui a été trouvé d'ailleurs dans une corbeille à papier dans la Bibliothèque nationale, on n'a jamais su comment il était parvenu. Il est malheureusement en fort mauvais état. C'était un livre sur les cérémonies, une sorte de missel, si vous voulez. Le Dresden, qui était conservé à la Bibliothèque royale de Dresde, lui est beaucoup mieux conservé et il donne beaucoup d'indications astronomiques sur les éclipses de lune, sur la planète Vénus, etc., etc. Le Dresden est presque comme un cahier de notes d'un astronome, voyez-vous. Il y a dans le Dresde toute une série, plus de 400 lunaisons qui sont énumérées avec les éclipses, les dates des éclipses. Et ils avaient calculé la durée qui séparait une éclipse de l'autre avec une exactitude qui confond les astronomes actuels. Et puis alors il y a le Trocartesianus, c'est aussi un livre rituel. Mais enfin tout ça ne nous donne pas une clé aussi complète que Champollion a pu la donner grâce à la découverte de la pierre de Rosette. Malheureusement, il n'y a pas de pierre de Rosette maya, alors nous sommes obligés d'avancer. Et depuis des années, on avance, mais enfin notre connaissance n'est pas tout à fait complète. Alors jusqu'à présent, ces codex nous donnent une vision, si vous voulez, un peu squelettique. C'est un peu comme si notre civilisation ayant disparu, les archéologues du futur n'auraient pour savoir ce que nous pensions et ce que nous étions qu'un livre de messe et le calendrier des PTT.
Il y a un puits ici, à Monte Alban, au Mexique. Le soleil, à chaque solstice, venait éclairer le fond du puits, se mettre droit dedans. Est-ce que cela donnait une image du soleil aux Mayas? On peut faire deux lectures, peut-être, de cette question. Une lecture élémentaire, qui serait de dire, au fond, il cherche à mesurer cet événement inhabituel, qui est d'avoir le soleil à la verticale exacte du puits, donc en voyant son ombre au fond du puits. C'est un phénomène un peu analogue que celui que nous avons rencontré pour Ératosthène, mesurant le rayon de la Terre, ou la direction du soleil à Abou Simbel venant éclairer la statue de la divinité au fond du temple. On pourrait, et c'est ce que vous suggérez, avoir une autre lecture. Quand on perce dans une pièce fermée un petit trou dans le mur et qu'à l'extérieur, une belle journée ensoleillée éclaire le paysage, sur le mur opposé au trou de la serrure, à supposer qu'il soit blanc, vient se former une image renversée du paysage. C'est le principe de la chambre noire ou de la camera obscura qu'ont utilisé beaucoup, par exemple, les peintres de la Renaissance pour avoir une représentation fidèle du décor extérieur sur leur tableau. Alors est-il possible qu'ayant fait ainsi un tout petit trou au sommet du puits, dans une planche recouvrant le puits, au fond du puits, se soit ainsi projeté sur une feuille, un tissu blanc, l'image du soleil? Eh bien, techniquement, c'est tout à fait possible. Cette image ne serait pas très grande, environ 4 ou 5 cm de diamètre pour un puits de quelques mètres, mais suffisamment grande pour que, regardée avec attention, elle aurait pu traduire la présence de taches sur le soleil, par exemple. La lecture des documents mayas ne nous dit rien là-dessus. Mais le fait même que ce ne soit pas impossible nous laisserait penser, et c'est tout à fait passionnant de penser cela, qu'on aurait pu connaître quelque chose sur la nature physique du soleil, la présence de taches, qui nous dit au moins le caractère changeant de la surface du soleil, avant Galilée. Pour les anciens Mayas, la Terre était plate et carrée. Et qu'aux quatre coins, il y avait des personnages qu'on appelait les Bakab, qui soutenaient le ciel, les espèces d'atlas, si vous voulez. Et puis il y avait la notion de 13 cieux superposés vers le haut et de 9 étages vers le bas. On retrouve d'ailleurs chez les Aztèques aussi bien, c'était une croyance très répandue dans le monde mésoaméricain. Je crois que comme tout le monde avant nous, ils croyaient que le soleil tournait autour de la Terre, n'est-ce pas? Cette civilisation, ça a duré combien de temps? Il y a eu en somme 3000 ans de haute civilisation, ce qui n'est pas si mal après tout. 3000 ans pendant lesquels celles qui ont duré le plus longtemps ont duré au maximum 8 siècles. 8 siècles pour les Olmecs, 8 pour les Mayas classiques, moins pour Teotihuacan, 6 ou 7. Il y a là un phénomène d'ailleurs très curieux, ce sont des cycles qui se terminent ou en catastrophe, car par exemple à Teotihuacan, nous avons des traces de monuments qui ont été pillés, brûlés, etc. Soit on ne sait pas trop comment, comme une sorte de grève générale, si vous voulez. Les gens se sont désintéressés de leur civilisation. Il y a une espèce de fatigue au bout de quelques siècles de la part de peuples à qui on demandait beaucoup, avec la technologie rudimentaire qui était celle des anciens Mexicains et des Mayas en particulier, c'était des néolithiques. Et avec cette technique rudimentaire, il fallait que la population, que le paysan qui travaillait, qui faisait pousser le maïs,
nourrissent une aristocratie intelligente, intellectuelle et administrative et militaire, que sais-je encore. Et finalement, je crois qu'ils se sont fatigués, ils sont partis dans la forêt, on ne les a plus revus. When the tribes, or when the European explorers found the tribes of the Western Plains, the first contact being that of Coronado, there were nomadic tribes there at the time, but without horses. We're talking now about the Plains Indians, the Arapaho, the Shoshone, the Sioux, the Cheyenne, the Pawnee, and many of the other tribes, the Cree. Quelle était la tribu dont on pourrait dire qu'ils avaient les meilleurs astronomes? It's quite clear that as you go north of Mexico, there was one tribe that was particularly interested in the sky. It was the Pawnee. And of the Pawnee, one particular band, the Skeety Pawnee. The Pawnee were different from many of the other Plains Indians. They were always considered a bit odd by their neighbors. For one thing, they spoke a different tongue. Their language was a Caddoan language rather than the Algonquin language that was characteristic of their neighbors, the Sioux and the Cheyenne again, the Cree. So it's quite clear that they came from a different culture in the early Americas, and their legends are they came from the South. Vous pensez que ces Indiens d'Amérique du Nord et les Mayas se sont rencontrés? What is clear is that they had an intense interest in the sky. There were customs that were the same in the southwestern part of the United States with Mexico. The large relics in New Mexico and Arizona, like Casa Rinconada, show some of the same features that one finds in structures in Mexico. The Pawnee occupied what is now Nebraska, North Dakota, South Dakota, the central parts of the United States. We know that they were interested in the sky because of their dress. Their costumes were covered with stars. They named their villages after the stars. They oriented their villages according to the basic directions in the sky. They took star names for their own. We have also a map from the Pawnee then in Oklahoma. This map of the Pawnees, though, shows quite clearly down the center a band of stars that must be the Milky Way. And it shows enough other features that we now know in the sky, like the Corona Borealis, like Orion probably. The Big Dipper is there. I find it interesting because if you look at the images closely, you'll see they were drawn as four-pointed crosses, not a five-pointed pentagram like ours or six-pointed, but always a cross. And I think that represented also the Plains Indians' obsession with the four cardinal directions, north, east, south, west, which was a very big part of the lives of the Indians of the Plains. Quand ils fumaient le calumet de la paix, c'était un peu ça, non? Oh yes, right.
Well known from movies today, I think, to most of us, is the fact that the Indian passed a peace pipe when you and I were to come to visit them. We would be seated in their teepee and be granted the chance to take a ceremonial puff on this pipe that was passed around made out of pipestone. The proper way to do that was to take 6 puffs. One was for north, one was for east, one south, one west, one for up, and one for down. It shows that they were very interested in orientation, and that they had a delightfully, what we would call Cartesian coordinate system with nice right angles in there. Comment s'expliquait-il l'univers? If we ask the question, but did they understand the makeup of the universe? Did they understand, for example, that the star that they watched and timed very closely, Mars and Venus, the moon, they certainly were very interested in the sun. Did they understand that there was a solar system? That perhaps that these were bodies like the Earth rotating about it? They watched the movement of the sky very closely. They knew the stars. It should be no surprise to us for people who lived out of doors and their entire life was guided that way. They saw the sun as a primary object of worship, as the moon. And they saw the sky as one of the parents of people and life on it, the Earth being the other partner. So there was a very strong religious tie there, first of all. They saw the Milky Way, the Indians of the Plains, that is, saw the Milky Way as a path in the sky, a spirit pathway that the dead would walk after they were gone. So when we ask the question about their cosmology, it's not unlike our being asked something about, but what is God? What is your God? What is he made of? How does he work? That's not a question you ask, perhaps, because it was a part of their religion. What we'd like to know, of course, is did they have a picture of the universe? If they saw things like the eruption of the supernova in 1054, as I believe they did, and recorded it in rock, did they appreciate what a supernova was? Did they know that the sun was a star? Did they know that the planets revolved around the sun? I think these are imponderable questions. We must remember that the Indians of North America, north of Mexico, had no written language. Vous diriez que les Indiens d'Amérique du Nord avaient des observatoires astronomiques? I think it's quite clear that they did. The biggest examples are to be found in Mesoamerica, certainly, with the temples there and the buildings that were aligned that way. I think we see evidence of it farther north in what are today the Pueblo Indians of the Southwest, where, again, they were orienting their kivas and sacred structures that way, being a kind of observatory. Perhaps the clearest example are the medicine wheels, and the one in Wyoming, Montana, whose main structure, like that of Stonehenge, was laid out according to the direction of rise of the sun on the summer solstice. One can demonstrate that today by going up there on the morning of the summer solstice on June 21 and watch the sun rise
It rises exactly in line with some of the outlying piles of stone or cairns that make up the medicine wheel. There are 28 spokes in the medicine wheel, very close to the number of days in a lunar month, perhaps close enough for the mathematics of a people who had no written language. It looks like a picture of a sun. It looks like the kind of suns that my children drew when they were little. Qu'est-elle devenue, l'astronomie des Indiens d'Amérique du Nord? We must remember that the Pawnee, as well as their neighboring tribes, had been there a long while. And we must also remember that although most of us think of Indians of the plains as riding horses and fighting John Wayne in battles there, that the horse was to them a very modern thing, like our use of the airplane, perhaps, or the automobile. They didn't have the horse until Coronado brought it from Europe. It didn't reach the Americas until the time of Cortez and Coronado. The Indians liked it so much that it caught on very fast, and it changed their way of life. I rather think it may have had something to do with their forgetting some of their astronomical past, by the way. Que sont-ils devenus les Grecs 1000 ans plus tard? Comment ça meurt une civilisation? C'est qu'au début de leur science, à peu près au moment de l'école pythagoricienne, la théorie consistait à dire les choses sont des nombres. Toutes choses sont des nombres. Les étoiles, les astres, mais aussi les choses de la Terre sont représentées par des nombres et le monde, c'est un grand ensemble de nombres. Dès le moment où ils ont inventé le nombre irrationnel, alors leur monde a éclaté, c'est-à-dire il n'y avait plus d'éternel retour. Vous voyez, c'est-à-dire le temps fichait le camp en avant ou en arrière sans retour possible. Il y a là une sorte d'harmonie secrète entre arithmétique et théorie du monde. Et ils sont partis, ils ont quitté Athènes avec armes et bagages, et ils sont partis, tout simplement, à l'ennemi. Ils sont allés dans le palais du roi de Perse qui les a reçus, et là, le relais a été pris. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est que le croissant fertile? Le croissant fertile, c'est ce qui va en gros de Byzance jusqu'en Égypte. Vous voyez, eh bien, on dirait qu'il recule là. Les foyers culturels, scientifiques brillent d'un vif éclat à cet endroit, c'est-à-dire, et remontent tout doucement de la Perse vers ce qui est actuellement l'embouchure de la Moudaria. Vous voyez, il y a là un foyer intellectuel qui brille d'un très très vif éclat entre la fin de l'Antiquité grecque et le redémarrage, c'est-à-dire le relais qui est pris par la civilisation d'origine arabe et musulmane. Et il y a une sorte de balancier, cela passe d'Athènes vers cet endroit qu'on appelle maintenant l'Ouzbékistan, n'est-ce pas? Tachkent, Samarcande, etc. Et ça revient tout doucement vers l'Occident, et nous retrouverons cela en langue arabe bien plus tard.
À cette même époque où les Grecs reviennent traduits en arabe, les 1001 nuits sont écrites. Ça a un rapport avec l'astronomie, les 1001 nuits. Les 1001 nuits ne sont pas seulement un récit tout à fait fascinant qui revient sans arrêt comme ça. C'est aussi un traité de beaucoup de savoirs de l'époque. Et à ma connaissance, il n'y a pas de meilleur traité sur les machines. Il y a dans les 1001 nuits des machines à eau, des machines parlantes, un peu dans le genre automate, et qui sont certainement non seulement les ancêtres de nos automates, qui sont faits pour s'amuser, mais de façon plus raffinée, les ancêtres sans doute d'une technologie qui va aller plus loin, qui va toucher jusqu'à nos moteurs actuels, vous voyez. Il y a dans tous les textes de ce genre, comme dans l'Odyssée, où l'Iliade, qui sont des textes très anciens, et où il y a de l'optique, de la théorie des vaisseaux, de la théorie des marées, et ainsi de suite, on peut trouver un savoir très précis dans des textes littéraires de ce genre. On dit souvent que les textes grecs reviennent traduits en arabe. Vous diriez cela, que les Arabes n'ont joué que ce rôle de traducteur, de relais entre les Grecs et nous? Non, c'est très injuste. En effet, on dit toujours intermédiaire arabe. Comme si les Arabes avaient reçu des Grecs la science et nous avaient transmis le contenu de cette science par la suite. C'est vrai, les Arabes ont joué le rôle d'intermédiaire, mais pendant ce temps-là, ils ont ajouté à la science tout autant que, peut-être pas tout autant, mais beaucoup par rapport à ce qu'ils avaient reçu. Exemple, les Grecs sont d'admirables géomètres. Ils ont un modèle du monde parfaitement géométrique, ainsi de suite. Les Grecs ne sont pas de bons arithméticiens. Inversement, les Arabes ne sont pas des géomètres excellents, mais ce sont d'excellents arithméticiens. Et par conséquent, dans toutes les sciences comme l'arithmétique et même la mesure astronomique, ils vont exceller dans des points où les Grecs n'excellaient pas. Autre chose encore, le plus grand mathématicien arabe, enfin il est de langue arabe, il est de nationalité ou de naissance iranienne, s'appelle Al-Khwarizmi, d'où est venu le nom algorithme, qui n'est pas grec mais arabe, fleurit à peu près dans ces époques-là, et invente à peu près tout ce que le Moyen-Âge va amener vers nous en fait d'arithmétique et d'opération. Dès qu'il s'agit de grands nombres, et ceci est très très important, les Grecs sont complètement perdus parce que leur système de numération est très très peu maniable. C'est tout simplement les lettres de l'alphabet. Au contraire, les Arabes inventent la numération qui nous est désormais familière, puisque c'est d'elle que nous l'avons héritée, et la possibilité souple d'utiliser ce système numéral leur a donné des facilités dans à peu près toutes les sciences. Et par conséquent, là, l'héritage est directement arabe, et la civilisation en question ne joue pas le rôle d'intermédiaire, mais au contraire de fournisseur à l'état de source. Les Arabes sont allés en Espagne. Ils y laissent des tables, les tables de Tolède.
Les Grecs avaient des tables, et puis on aura encore des tables longtemps. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une table astronomique? On peut dire d'abord en général que je ne connais pas beaucoup de sciences sans table. Une table, c'est pour une science le relevé, le conservatoire, le dictionnaire, le lexique, et ainsi de suite. Dès l'époque babylonienne, on a des tables, c'est-à-dire des relevés de tel ou tel... en médecine, il y a des tables complètes pour... si le malade est dans tel et tel cas, s'il fait voir tel et tel symptôme, il a telle et telle maladie, il faut le soigner de telle et telle façon. Ça se présente sous forme de table. De la même façon, il y a, toujours à l'époque babylonienne, des tables de calcul. Vous voyez, dans telle situation algorithmique, si vous posez ça, vous aurez tel résultat. Par conséquent, le régime de la table, la méthode de la table est multimillénaire, très ancienne. Chez les Grecs, il y a de nouveau des tables, et Hipparque invente la trigonométrie à partir de tables qui donnent à gauche l'angle et à droite la longueur du côté correspondant. Vous voyez ? Donc il y a aussi des tables qu'on appelait des tables de cordes. Vous voyez ? Dans l'astronomie, alors dans l'astronomie d'observation, bien entendu, il y a les tables tolédanes, celles de Tolède, qui sont appelées aussi les tables alphonsines, du nom du roi qui régnait à l'époque. Et toutes ces tables-là convergent vers l'invention de Newton. Et dès qu'on a une loi mathématique qui rend compte de la totalité de ces nombres, on n'a plus besoin de table. Voyez. Mais savez-vous qu'actuellement, pour diriger les vaisseaux spatiaux, nous avons de nouveau des tables de nombres qui permettent de le faire. Voyez. Et par conséquent, ces tables qui sont si anciennes, puisqu'on les retrouve dans la tradition babylonienne, elles sont encore là, présentes sous nos yeux, dans les technologies les plus raffinées. Ils nomment les étoiles aussi, les Arabes. Exact. Une grande partie du ciel. Le ciel est un joli dictionnaire qui parle plusieurs langues, puisqu'il y a des étoiles qui ont des noms latins, Sirius, des étoiles qui ont des noms arabes, Aldébaran, et des étoiles qui ont des noms grecs. Arcturus, Arctos, ça veut dire l'ours, la grande ours, la petite ours, et Oura, ça veut dire la queue. Et si vous cherchez dans le ciel d'été Arcturus, vous n'avez qu'à prolonger la queue de la grande ours et vous tombez sur Arcturus. Et son nom vous dit sa position. Oui. Donc, il y a des noms arabes, des noms grecs, des noms latins. Et quand vous levez la tête vers le ciel étoilé, vous n'avez qu'à y lire l'Antiquité.
De sorte, un passage de la représentation directe, ce que fait le peintre en dessinant une scène, à une abstraction de la réalité, puisque l'objet final produit n'est jamais vu dans sa totalité. Pour celui qui l'a fait, il restera une abstraction. Ce changement d'échelle, c'est un peu, peut-être, moins formalisé, quelque chose comme la naissance de la géométrie, observée dans une autre culture, celle des Grecs. Il venait d'où ce peuple qui était au Mexique, au Guatemala, au Pérou? Comme tous ces peuples-là, ils venaient d'Asie, n'est-ce pas? Ça, nous savons maintenant de la façon la plus certaine, par l'examen des sangs, que les facteurs sanguins des Indiens de l'Amérique, depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, et ceux des autochtones de l'Asie du Nord-Est, tels que
de la Corée, de la Sibérie, jusqu'au Kamtchatka, toutes ces populations qu'on appelle les Toungous, les Tchoukchi, etc., ils ont les mêmes facteurs sanguins fondamentaux. Donc ce sont réellement des Asiatiques, mais qui sont passés par le désert de neige et de glace du nord, et puis en descendant vers le sud, petit à petit, se sont établis, ils ont fait pousser leur maïs, et puis sur la base d'ailleurs étroite qu'était leur agriculture, ils ont tout de même pu créer des civilisations. Les traces de leur savoir astronomique, elles sont où? On les trouve où? Eh bien, on les trouve dans les traditions, dans les inscriptions, mayas notamment, et puis dans les monuments. Il y a des monuments qui sont des observatoires, en fait. Soit par définition, si je peux dire, par vocation, soit par utilisation. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, à Chichen Itza, au Yucatan, il y a un observatoire, véritablement, celui qu'on appelle le Caracol, qui est une tour avec des lunettes de visée, n'est-ce pas? Et puis, il y a des monuments dans toutes sortes, dans une bonne dizaine d'endroits, au moins en pays maya, à Copan, au Honduras, à Huachactún, au Guatemala, où c'était des pyramides, des temples, mais qui étaient disposés de telle sorte que l'on pouvait avoir des lignes de visée sur, par exemple, le point de l'horizon où serait le lever du soleil à telle date, les équinoxes et les solstices, ce qui intéressait naturellement la vie quotidienne des gens et en particulier l'agriculture. À cette époque-là, en 700 après Jésus-Christ, on trouve au Mexique une pyramide, à Chichen Itza. Elle est faite de 9 terrasses qui représentent les 9 ciels mayas. Chaque terrasse est divisée en 2 parties, ce qui donne 18 mois, le nombre de mois dans le calendrier civil. Elle comporte 4 escaliers, de 91 marches chacun, ce qui donne 364 marches, et avec la plateforme 365. L'orientation du bâtiment permettait d'observer le coucher du soleil. On trouve pareil en Corée, une tour de 366 pierres, 28 étages de pierre qui correspondent au mois lunaire, orientée aussi vers le sud pour observer le coucher du soleil. Vous diriez que ces bâtiments étaient des observatoires astronomiques? On a vu déjà que l'observation astronomique, à cette époque, c'est avant tout des alignements, des mesures de temps, des mesures de direction. Et ça va le rester jusqu'à Galilée. Alors, ces mesures, on les fait avec des bâtiments, des pierres dressées. Ce sont ça, les observatoires. Il est tentant de consigner dans le bâtiment lui-même le résultat de l'observation. Et quel meilleur moyen de consigner que l'année à 365 jours que de faire un escalier de 365 marches? La consignation dans le bâtiment est une façon de traduire la fonction du bâtiment. Et il y a des traces même aujourd'hui de cette même démarche. Pourquoi nos observatoires astronomiques, jusqu'aux plus récents, qui rompent justement avec cette longue tradition, sont-ils surmontés d'une coupole, d'un dôme? Est-ce que c'est vraiment fonctionnel d'avoir une coupole, si la coupole protège bien le télescope que...
Pérou, à Nazca, il y a des lignes très très grandes dont on dit qu'elles représentent des constellations astronomiques. Vous pensez que ces grands dessins sur le sol, sur ce désert, ont un rapport avec le ciel? Ces dessins sont tout à fait étonnants. Parce que comment ont-ils été faits et pourquoi ont-ils été faits? Alors, vous posez la seconde question. Pourquoi? On peut penser que, vu du ciel, ils ressemblent à des images astronomiques parce que ils dessinent des figures mythologiques, des animaux, dont on affuble volontiers également le nom des constellations. Et le fait qu'on puisse, pour certains d'entre eux, les mettre en correspondance avec des étoiles géométriques, de dessin, tendrait à accréditer cette observation. Mais je m'interroge davantage encore sur la première question. Ces dessins, ils ne peuvent être vus que d'avion. Et aucun de leurs auteurs ne les a jamais vus dans leur ensemble. Il n'y a pas de montagne suffisamment haute, proche, pour les voir à plat sur le sol. Ils ont donc été dessinés sans que jamais personne ne puisse en voir la totalité. Donc pour les dessiner, il a vraisemblablement fallu avoir un modèle dessiné sur une feuille de papier ou un tissu et un quadrillage sur ce modèle qui permettait de reproduire à une échelle différente. Il y a donc là en quelque sorte, puisque l'objet final produit n'est jamais vu dans sa totalité. Pour celui qui l'a fait, il restera une abstraction. Ce changement d'échelle, c'est un peu peut-être moins formalisé, quelque chose comme la naissance de la géométrie, observée dans une autre culture, celle des Grecs. Il venait d'où ce peuple qui était au Mexique, au Guatemala, au Pérou? Comme tous ces peuples-là, ils venaient d'Asie, n'est-ce pas? Ça, nous savons maintenant de la façon la plus certaine, par l'examen des sangs, que les facteurs sanguins des Indiens de l'Amérique, depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, et ceux des autochtones de l'Asie du Nord-Est, tels que le nord de la Corée, la Sibérie, jusqu'au Kamtchatka, toutes ces populations qu'on appelle les Toungous, les Tchoukchi, etc., ils ont les mêmes facteurs sanguins fondamentaux. Donc ce sont
Au Pérou, à Nazca, il y a des lignes, très très grandes, dont on dit qu'elles représentent des constellations astronomiques. Vous pensez que ces grands dessins sur le sol, sur ce désert, ont un rapport avec le ciel? Ces dessins sont tout à fait étonnants. Parce que, comment ont-ils été faits et pourquoi ont-ils été faits? Alors, vous posez la seconde question, pourquoi? On peut penser que, vu du ciel, ils ressemblent à des images astronomiques parce qu'ils dessinent des figures mythologiques, des animaux, dont on affuble volontiers également le nom des constellations. Et le fait qu'on puisse, pour certains d'entre eux, les mettre en correspondance avec des étoiles géométriques, de dessin, tendrait à accréditer cette observation. Mais je m'interroge davantage encore sur la première question. Ces dessins, ils ne peuvent être vus que d'avion. Et aucun de leurs auteurs ne les a jamais vus dans leur ensemble. Il n'y a pas de montagne suffisamment haute, proche, pour les voir à plat sur le sol. Ils ont donc été dessinés sans que jamais personne ne puisse en voir la totalité. Donc pour les dessiner, il a vraisemblablement fallu avoir un modèle dessiné sur une feuille de papier ou un tissu et un quadrillage sur ce modèle qui permettait de reproduire à une échelle différente. Il y a donc là, en quelque sorte, un passage de la représentation directe, ce que fait le peintre en dessinant une scène, à une abstraction de la réalité. Réellement des Asiatiques, mais qui sont passés par le désert de neige et de glace du nord. Et puis en descendant vers le sud, petit à petit, se sont établis, ils ont fait pousser leur maïs, et puis sur la base d'ailleurs étroite qu'était leur agriculture, ils ont tout de même pu créer des civilisations. Les traces de leur savoir astronomique, elles sont où? On les trouve où? Eh bien, on les trouve dans les traditions, dans les inscriptions, mayas notamment, et puis dans les monuments. Il y a des monuments qui sont des observatoires, en fait. Soit par définition, si je peux dire, par vocation, soit par utilisation. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, à Chichen Itza, au Yucatan, il y a un observatoire, véritablement, celui qu'on appelle le Caracol, qui est une tour avec des lunettes de visée, n'est-ce pas? Et puis, il y a des monuments dans toutes sortes, dans une bonne dizaine d'endroits, au moins en pays maya, à Copan, au Honduras, à Huachactún, au Guatemala, où c'était des pyramides, des temples, mais qui étaient disposés de telle sorte que l'on pouvait avoir des lignes de visée sur, par exemple, le point de l'horizon où serait le lever du soleil à telle date, les équinoxes et les solstices, ce qui intéressait naturellement la vie quotidienne des gens et en particulier l'agriculture. À cette époque-là, en 700 après Jésus-Christ, on trouve au Mexique une pyramide, à Chichen Itza. Elle est faite de 9 terrasses qui représentent les 9 ciels mayas. Chaque terrasse est divisée en 2 parties, ce qui donne 18 mois, le nombre de mois dans le calendrier civil.
Elle comporte 4 escaliers, de 91 marches chacun, ce qui donne 364 marches, et avec la plateforme 365. L'orientation du bâtiment permettait d'observer le coucher du soleil. On trouve pareil en Corée, une tour de 366 pierres, 28 étages de pierre qui correspondent au mois lunaire, orientée aussi vers le sud pour observer le coucher du soleil. Vous diriez que ces bâtiments étaient des observatoires astronomiques? On a vu déjà que l'observation astronomique, à cette époque, c'est avant tout des alignements, des mesures de temps, des mesures de direction. Et ça va le rester jusqu'à Galilée. Alors, ces mesures, on les fait avec des bâtiments, des pierres dressées. Ce sont ça, les observatoires. Il est tentant de consigner dans le bâtiment lui-même le résultat de l'observation. Et quel meilleur moyen de consigner que l'année à 365 jours que de faire un escalier de 365 marches? La consignation dans le bâtiment est une façon de traduire la fonction du bâtiment. Et il y a des traces même aujourd'hui de cette même démarche. Pourquoi nos observatoires astronomiques, jusqu'aux plus récents, qui rompent justement avec cette longue tradition, sont-ils surmontés d'une coupole, d'un dôme? Est-ce que c'est vraiment fonctionnel d'avoir une coupole? Si la coupole protège bien le télescope que contient l'observatoire des intempéries, il semble aussi qu'elle soit plutôt délétère à la formation, à la qualité des images astronomiques que l'on veut aussi pointues et précises que possible. Mais comment échapper à ce symbolisme formidable que l'astronome, sous sa coupole, a au-dessus de sa tête une voûte céleste en réduction? Là aussi, il inscrit la structure